bonjour aux cyniques et bonne chance aux autres. Alors The Last of Us saison 2, ou comment écrire avec moins de subtilité qu'un conducteur d'un 36 tonnes. Sans compter qu'il faut ajouter à cette lourdeur le fait que je vais dans certains endroits pas loin de chez moi, j'ai davantage l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique que dans cette série. Ça se voit que ceux qui ont fait la série n'ont jamais vécu ou même mis les pieds dans un quartier un peu craignos, un peu dangereux. Si vous n'êtes pas une lesbienne avec des goûts douteux, passez votre chemin. Ce n'est pas une série post-apocalyptique, c'est un mélodrame digne des Feux de l'amour sur Ellie et ses petits tracas d'adolescente mal finie. Vous avez un zeste de dynamique père-fille, mais qui est complètement décalé par rapport à la situation vécue par les deux personnages. Qu'une fille râle contre son père trop protecteur, qui la met en garde un peu trop souvent contre les dangers de la vie, ok. Mais une fille qui gueule parce que son père la sauve de dangers bien réels et immédiats, à moins qu'elle ait Gilles de la Tourette, ça ne me semble pas très réaliste. Quel être humain a si peu de gratitude ? Ça semble un peu étrange. Là, c'est un 0 pointé. Et même si l'actrice d'Ellie, ce n'est évidemment pas sa faute, son physique, on est obligé de reconnaître qu'elle n'a rien en commun avec le visage angélique de la Ellie du jeu vidéo. Bien entendu, personne ne demandait qu'elle soit exactement la même, mais bordel, un minimum de points communs aurait été bienvenu. À côté, vous avez l'actrice d'Abby, pas insupportable à regarder. Ce qui renforce encore le contraste avec le jeu vidéo duquel la série est censée être adaptée. Parce que, soyez honnête, si les personnages autour d'elle ne l'avaient pas appelée Abby, je mettais au défi quiconque d'arriver à la reconnaître. Alors le début de l'épisode, il faut vraiment avoir une patience de maître yogi avec 2 minutes pour échanger 3 banalités entre Joel et Ellie. Mais le pire, c'est bien la scène où ils sont devant le cimetière, parce que je savais qu'Abby elle était censée être parmi les personnages, et quand j'ai vu la petite maigrelette, pas impressionnante pour un sou, qui s'est mise à parler avec une voix chevrotante de colère, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rester sérieux. On est passé de la Strong Woman de South Park à Madame Tout-le-Monde que l'on voit dans la rue. Quand on va le tuer très lentement. J'avoue que j'étais pas prêt. Ça m'a fait penser à cet épisode des Cassos où vous avez là Kevin qui demande au dieu de la mort il faut qu'il tombe, mais qu'il tombe très fort. Puis après, ça passe à Ellie, la crevette de 30 kilos qui se plaint que les 2 mecs qui font le triple de son poids retiennent leur coup contre elle. Évidemment, les catégories de poids dans les sports de combat, c'est pour faire beau. Hein. Après, ok, et entre les lourds légers et les poids lourds, la différence se situe souvent dans le fait que ceux de la catégorie d'en bas sont athlétiques, et ceux des poids lourds sont plus boulimiques. Enfin, plus on descend dans les catégories de poids, plus l'importance, justement, du poids s'accentue. Forcément, on a eu le droit à l'éternel couplet sur la thérapie psy. On est au stade où vous êtes sûr que vous regardez une production occidentale, que si vous avez droit à ce couplet à un moment ou à un autre, et pourtant, nous sommes les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Cherchez l'erreur, et posez-vous peut-être des questions sur l'efficacité de la chose. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ensuite, la scène où Ellie vient de tirer au fusil à lunettes. L'entendre crier « Je suis immunisé » comme une hystérique. Oh là là, j'avais envie de lui envoyer un aller-retour avec Kélan dans la tronche.
J'ai eu envie d'arrêter là, quoi, de me dire stop, quoi. Heureusement, à un moment, Joël discute avec une des membres du conseil de leur refuge. Elle est en train de lui dire « Oui, il faut ouvrir à tout le monde », mais lui conseille de réduire le nombre de réfugiés afin de maintenir des moyens logistiques décents, afin de ne pas compromettre la survie de la communauté. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et là, c'est le moment où vous dites « Mais passez-moi, je rêve du bon sens dans une grosse production d'Amazon ». Après la monumentale blague absurde des capitalistes de Fallout qui anéantissent leur marché, qui anéantissent l'humanité, parce que comme ça, ils seront les seuls à pouvoir être riches. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils osent faire un discours comme ça. J'étais sûr que ça allait être désamorcé dans la minute qui suivait, avec un couplet mièvre sur les valeurs et toute l'enfilade de perles du chapelet progressiste. On peut vraiment s'estimer heureux que ces gens ne soient pas ingénieurs. Oui, je force peut-être là-dessus, mais à un moment, un peu de respect pour les limites du réel et pour le bon sens, ça ferait du bien. Petit détail qui a enchanté mon cœur de tireur sportif, on voit Benji retirer les munitions de son arme lorsqu'il la pose à la portée de tout un chacun. Même si en pinaillant, normalement il serait censé les retirer dès qu'il se déplace, mais bon, il est censé être dans un monde post-apocalyptique, plein de zombies, donc il doit toujours garder son arme prête à tirer, puisqu'il doit envisager la possibilité de devoir descendre l'un des siens qui a été infecté. Après ça, rebelote, encore les psys, bordel. Oui, le tête-à-tête entre Joël et sa psy. Eh ben, dis donc, le lobby doit lâcher un sacré pactole pour remplir nos films et séries de publicité à leur profit. Mais j'ai ri quand au final c'est la psy qui a le plus besoin de parler d'elle et de ses problèmes. C'était vraiment la dose de réel involontaire de ceux qui ont fait la série. On comble de l'ironie, c'est elle qui râle parce que Joël a tué son mari. Mais attention, elle râle parce qu'elle trouve qu'il aurait pu tuer autrement son mari. Parce qu'au fond, elle reconnaît que c'était nécessaire, puisqu'il avait été infecté, tout ça. Enfin, bonjour le narcissisme. Donc si je comprends bien, il faudrait que tout le monde fasse les choses à la façon que madame trouve adéquate, sur la forme et sur le fond. Faudrait voir à pas pousser mémé dans les orties. Franchement, ça n'arrange pas le préjugé sur les psys. Assez souvent, ce sont eux qui ont le plus besoin de se faire soigner. Mais à partir de là, vous avez un enchaînement d'ironie. Quel est le nœud du problème entre Ellie et Joël ? C'est qu'il ne l'a pas laissée se sauver toute seule. Est-ce que cette série se fout de ma gueule ? C'est une satire involontaire du féminisme ? Tous les personnages féminins sont d'insupportables géniardes qui risquent de mourir d'un anévrisme si elles ne balancent pas des remarques désagréables chaque seconde et qu'elles ne font pas preuve de l'irresponsabilité d'adolescentes de 12 ans. Même en regardant en x2, je m'endormais. Mais alors, le moment de la série où Dina et Ellie se tournent autour maladroitement, c'était une torture. Ah, et la blague, comment on cuit un ours au barbe-course. Ok. Ensuite, vous avez Dina et Ellie qui rentrent dans une maison abandonnée dans laquelle elles ont repéré des claqueurs. Mais bordel, mais vous le faites exprès ou c'est moi ? Et une maison, c'est juste l'environnement idéal pour avantager les points forts des zombies. Vous voulez dire que vous trouvez intelligent de vous jeter dans un endroit où vous avez maximum 5 mètres de distance sans un obstacle, vous séparant de créatures pas futées, sans armes à feu, dont la seule force c'est la résistance et le corps à corps ? Mais bordel, mais ils le font exprès les cons qui écrivent cette série. Normalement, les seuls moments où nos personnages principaux devraient affronter des zombies dans des environnements clos, c'est quand ils n'ont pas le choix. Mais le pire, c'est qu'après, vous avez Ellie qui illustre la connerie de leur choix en montrant un claqueur qui exploite un minimum les obstacles de son environnement pour se rapprocher plus facilement d'elle sans se faire tirer dessus. C'est des génies, ils pointent eux-mêmes le doigt sur leurs propres fautes, sur leurs propres bêtises. Bon, et évidemment, il fallait qu'ils me donnent le coup de grâce. Avec 5 minutes de ma vie que je ne rattraperai pas,
à voir Ellie et Dina se tourner à nouveau autour pour ne rien nous apprendre de plus que ce qu'on savait déjà, qu'elles en bavent l'une pour l'autre, et point. Il n'y a rien de plus intéressant dans leur relation. Sans parler du fait que tout ça, ça ne servait qu'à placer le cliché du vieux qui les stoppe et les traite de Gwyn, parce que c'est un vilain religieux et que la religion... C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain, oh, c'est pas bien. Bon, comme j'ai pu le dire avant, ce qui transparaît jusqu'à la nausée et à la bêtise de ce premier épisode, c'est ce discours ô combien moderne du féminisme qui est le suivant: je suis une femme forte, donc toute aide est un affront qui diminue ma valeur. C'est une insulte à ma capacité à m'en sortir toute seule. Et sur quoi je me base ? Sur le fait que ce qui est reproché à Joël d'un bout à l'autre de l'épisode, c'est d'avoir sauvé Ellie. Mais attention, pas de l'avoir sauvée au sens figuré, avec des avertissements ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment au sens littéral. Je l'ai dit et je le redis, comprendrez tout à fait si elle se plaignait d'un Joël étouffant qui la réprimande sans arrêt, qui la met en garde pour tout et pour rien. Mais non, là c'est parce qu'il lui est venu en aide dans une situation de danger, de mort. Être adulte et philosophe, ça se résume à savoir faire des distinctions subtiles. Et là, ça a beau être assez simple à comprendre pour n'importe quel adulte normalement constitué, ça reste visiblement trop compliqué pour ceux qui ont fait la série. Ma réaction, ce serait de lui donner satisfaction. Qu'elle se débrouille à jamais, si ça lui chante, je m'enlève les mains. Elle se fera boulotter par un claqueur à force de rentrer dans des maisons dont elle contrôle pas l'environnement, au lieu de les affronter sur une plaine où elle a 300 mètres avant de les voir venir. Bon d'ailleurs, c'est ce que ferait n'importe quelle personne taillée pour survivre dans un monde post-apocalyptique. Vous pouvez pas vous encombrer d'un boulet. C'est comme pour sauver quelqu'un de la noyade. Si la personne n'est pas capable de se calmer et de se laisser porter, vous allez juste mourir avec elle si vous obstinez à essayer de nager pour deux. Bref, entre le casting aux fraises, les dialogues plats et sans création d'enjeu, en plus des quelques dilemmes et tensions entre personnages qui sont désamorcés 5 minutes après avoir été commencés, c'est une catastrophe absolue pour moi. Et je regrette déjà l'éventualité de voir cette vidéo faire assez de vues. J'ai vraiment aucune envie de m'imposer cette douloureuse épreuve. Entre ça et Minecraft, j'ai l'impression d'être entré dans l'ère des adaptations de jeux vidéo qui ont du succès en dépit de leur pauvreté qualitative. Serait-on rentré dans l'âge des adaptations pourries qui font des vues ? Je ne l'espère pas. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous retrouve au gré de l'actualité.